C'est sans doute pourquoi le besoin de regroupement se fit sentir chez eux, comme chez beaucoup de Français, dans les années 1880. Rappelons qu'il fut consacré par la loi de 1884 sur la liberté d'association qui avait, d'ailleurs, été appliquée avant d'être votée. Cependant, l'organisation de la solidarité devait prendre chez les Auvergnats une ampleur sans comparaison aucune avec celle des autres provinciaux présents à Paris. Nul ne saura jamais dire si cela est dû au tempérament particulier de nos compatriotes ou à la venue d'un homme véritablement providentiel, Louis Bonnet, qui commença en 1882 une œuvre qu'il poursuivit sans désemparer jusqu'à sa mort en 1913. Louis Bonnet était né à Aurillac en 1856, d'un père journaliste imprimeur. Il reçut l'éducation d'un jeune bourgeois citadin de son époque, le collège, où il eut comme professeur le velave Charles Dupuis, futur président du Conseil. De solides études classiques, couronnées par le baccalauréat, passées en robe devant la faculté de Toulouse, selon l'usage du temps. Il se lança alors dans le journalisme, à la suite de son père, et vint à Paris. C'est là qu'à 26 ans, il eut l'intuition géniale que le petit peuple auvergnat de Paris avait besoin d'un défenseur. C'était d'autant plus méritoire que, venu de la ville d'Aurillac, il connaissait mal ces hommes originaires, pour la plupart, des Hautes-Terres, aux confins du Cantal, de l'Aveyron et de la Lozère, autour de la fameuse croix des Trois Évêques. Il devait les découvrir peu à peu dans une quête quotidienne qui lui prit désormais toutes ses journées et une bonne partie de ses nuits. C'est le 14 juillet 1882 qu'il publia le premier numéro de l'hebdomadaire L'Auvergnat de Paris, journal des émigrants du centre, encouragé seulement par quelques amis, dont Jules Vallès. Ce journal qui, depuis 104 ans, n'a cessé de paraître que lors de la Deuxième Guerre mondiale, fut le point d'ancrage, en même temps que la caisse de résonance de tout le mouvement auvergnat, dont Louis Bonnet fut le principal et infatigable animateur. Son propos se précisa peu à peu. Il s'agissait de regrouper les Auvergnats de Paris, de les défendre, mais dans une stratégie offensive, en les portant à l'attaque et en leur permettant de se faire une bonne situation. Dans ce but, il fallait mobiliser les élites auvergnates, restées jusque-là indifférentes au sort des émigrants modestes. Louis Bonnet y puisa, de force en quelque sorte, les dirigeants et les gloires de la colonie. Quant aux catégories intermédiaires, les employés, les fonctionnaires, ils ne furent jamais oubliés, même si la défense du commerce parut souvent être une des principales raisons d'être du mouvement auvergnat. Leur talent et leur dévouement furent, dès le début et jusqu'à nos jours, utilisés massivement. Un autre aspect de la construction du mouvement auvergnat fut la définition de son aire géographique. Au-delà de l'Auvergne historique, Puy-de-Dôme, Cantal, partie de la Haute-Loire, il ne fit jamais aucun doute pour Louis Bonnet
que l'Auvergne, vue de Paris, s'étendait également à l'Aveyron et à la Lozère, tellement leurs émigrants se confondaient avec les Auvergnats. C'était vrai du peuple, mais les notables de ces départements, venus des villes ou de la lisière méridionale, se laisseraient-ils facilement convaincre ? La réponse fut affirmative. On est frappé de la rapidité avec laquelle ils rejoignirent le mouvement auvergnat. C'est que le Massif central est une réalité physique et humaine qui s'impose au-delà des limites basées sur d'autres critères. C'est ainsi que l'association lozérienne, fondée en 1880 par le sénateur philanthrope Théophile Roussel, prit d'emblée toute sa place au sein du mouvement. Il est vrai que cette association, composée pour l'essentiel de col blanc, mandois ou cévenol, faisait de louables efforts pour attirer à elle les petits bougnats, originaires du nord-ouest du département, et que son président fondateur était Baraban, donc proche de l'Auvergne. Les Aveyronnais n'avaient pas encore d'association constituée, mais là aussi, très vite, non seulement le petit peuple venu de la montagne, mais aussi les notables rejoignirent le mouvement auvergnat au point d'y tenir très souvent le premier rang. Citons à titre d'exemple les frères Puech, fils d'un humble paysan de Gavernac, près de Vesoul, devenu l'un de Nice, premier Grand Prix de Rome de sculpture, l'autre Louis, avocat, député et ministre. Tous deux se dévouèrent totalement à la cause auvergnate. Louis Puech, notamment, fut l'avocat attitré des petits commerçants et l'inamovible parlementaire du 3e arrondissement, l'un des plus auvergnats de la capitale. Quant au poète François Fabier, chantre de la terre rouergate, directeur de collège à Paris, il ne manquait jamais de charmer de ses vers, qu'il déclamait lui-même, les banquets auvergnats. Louis Bonnet voulut élargir encore l'aire de recrutement de son mouvement. Il engloba la Corrèze en raison des nombreuses affinités sociales, linguistiques et culturelles, notamment qui existent entre les Limousins et les Auvergnats. Solution peu satisfaisante puisqu'elle sépare la Corrèze de ses départements frères, la Haute-Vienne et la Creuse. Pourtant, beaucoup de Corréziens jusqu'à nos jours se sont sentis à l'aise dans le mouvement auvergnat et ont tenu dans ces associations une place plus qu'honorable. D'ailleurs, certains d'entre eux firent montre de mimétisme auvergnat en accédant aux professions de la limonade. Il en est de même du Lot. La partie nord, au moins, de ce département, vers Saint-Céré et Figeac, a pris et gardé toute sa place dans l'ensemble de la colonie auvergnate. C'est ainsi que se mit en place le mouvement auvergnat dont nous allons maintenant examiner les composantes. Tout d'abord, le journal L'Auvergnat de Paris, qui lançait des campagnes offensives et défensives en faveur des Auvergnats, rendait compte de leurs activités et leur donnait des nouvelles du pays, grâce à son réseau de correspondants qui s'étendit progressivement à toutes les communes des 7 départements du Massif central. Les personnalités culturelles, fort nombreuses dans tous les domaines, étaient regroupées depuis quelque temps dans la soupe aux choux, où l'on ne se souciait guère des petits Auvergnats. Louis Bonnet les contraignit, presque malgré elle, à venir aux banquets et aux manifestations qu'il organisait. Il en fut de même des hommes politiques de souche auvergnate, dont il fit le siège en permanence en faveur des compatriotes. L'association lozérienne, on l'a vu, se rallia sans réserve. Il en fut de même de l'Aveyronnaise,
dès sa création en 1897. Les syndicats professionnels s'organisèrent peu à peu, grâce à de hardis pionniers, dont le plus remarquable fut Guillaume Vigouroux, de Védrines-Saint-Loup, fondateur en 1880 du premier syndicat auvergnat de Paris, celui des aiguiseurs de couteaux. D'autres suivirent chez les laitiers nourrisseurs, les frotteurs de parquet, les marchands de charbon, les ferrailleurs, les brocanteurs. Leurs fondateurs et leurs dirigeants furent des participants à part entière du mouvement auvergnat. Chez les cafetiers, les marchands de vin, les restaurateurs, les hôteliers, le syndicalisme se fit de plus en plus auvergnat, au fur et à mesure que la profession elle-même le devenait. Dans tous ces syndicats, la cabrette et la bourrée étaient de rigueur, et les adhérents non auvergnats, toujours bien accueillis, s'en accommodaient volontiers. Le mouvement mutualiste, en revanche, qui eût été bien utile en ces temps où la maladie et la mort prématurée frappaient durement, connut de grandes difficultés en raison de l'individualisme forcené de nos compatriotes. La Société de secours mutuel L'Auvergne, créée par Guillaume Vigouroux dès 1882, survécut longtemps, mais en végétant. Mais Louis Bonnet joignait, paradoxalement, à un tempérament individuel anarchiste et bohème, un sens aigu de l'organisation de masse. C'est l'ensemble des Auvergnats de Paris qu'il voulait regrouper, afin de défendre les intérêts de la colonie dans tous les domaines. L'automne 1886 allait en conséquence voir naître l'association auvergnate, dont le titre et les objectifs rappellent notoirement celui et ceux de l'association lozérienne. Elle se proposait de grouper tous les enfants du pays, quelles que soient leurs opinions ou leurs tendances, et s'interdisait donc toute discussion politique ou religieuse. Ces buts exposés dans les statuts apparaissent comme un témoignage émouvant de la vie et des aspirations des émigrants auvergnats en cette époque héroïque. Mais 100 ans après, ils sont loin d'avoir perdu leur actualité. L'union amicale dans l'amour du pays, la protection mutuelle dans la lutte pour la vie, la défense mutuelle contre les abus, l'aide mutuelle dans le malheur et la maladie, la défense des intérêts du pays natal et des intérêts corporatifs des sociétaires, la création ou le développement de sociétés corporatives, littéraires, artistiques, mutuelles ou de bienfaisance entre compatriotes, la fondation d'un siège social commun à toutes ces sociétés. Les sociétaires devaient élire chaque année un délégué par quartier de Paris, 80, et par canton de banlieue, 16, soit 96 en tout. Le conseil d'administration comprendrait 22 membres, un par arrondissement, les 20 de Paris, plus Saint-Denis et Sceaux, et élirait à son tour un agent général. Cette ambitieuse organisation territoriale semble être restée en grande partie lettre morte et, d'ailleurs, quelques années plus tard, la floraison des amicales allait la rendre superflue. La cotisation annuelle des membres, car soulignons-le à nouveau, l'association auvergnate se composait d'individus, était de 6 francs par an. Le banquet inaugural eut lieu le dimanche 21 novembre 1886, à 7 heures du soir, au Salon des Familles, 42 avenue de Saint-Mandé, la plus grande salle de Paris, qui devait jusqu'en 1939 abriter d'innombrables réunions auvergnates. Le prix du banquet, suivi de bal, était de 6 francs. C'était à peu près le salaire quotidien
d'un ouvrier qualifié. Les inscriptions durent être closes au chiffre de 1211 pour 1000 théoriquement possibles, et 300 personnes supplémentaires furent admises au bal seul. 10 parlementaires du Massif central étaient présents, dont Joseph Cabane, sénateur-maire d'Aurillac, président du banquet. De nombreux notables auvergnats de Paris attestaient la réussite de l'entreprise. Membres des professions libérales, gros négociants, banquiers, hauts fonctionnaires, artistes, présidents des sociétés déjà constituées. Toute la presse de Paris et d'Auvergne était là. Mais surtout, par groupe de 30, 40 et même 60 personnes, les petits de la colonie étaient venus en masse prendre conscience de leur force et de leur solidarité. Le menu était somptueux, car, à cette époque austère, les banquets se devaient de contraster avec la simplicité des menus familiaux. Les discours furent nombreux et interminables, comme ils le seront longtemps dans les banquets. Le bal dura jusqu'à l'aube avec les trompettes de la Vercingétorix, fanfare des Auvergnats de Paris, et nos meilleurs cabretailles. La fête finie, les ferrailleurs de la Bastille rentrèrent chez eux en cortège et dansèrent une dernière bourrée en chantant la grande autour de la colonne. C'est le 7 avril 1887 que les 96 délégués de l'association auvergnate décidèrent d'adopter le nom de Ligue auvergnate, qui correspond mieux à la réalité. Ce nom est resté cher aux Auvergnats de Paris jusqu'à nos jours. Après une vive discussion au sujet de l'insigne, l'Alouette gauloise l'emporta de justesse sur Vercingétorix. Sur ces 96 délégués, 44, près de la moitié, étaient marchands de vin, charbonniers, hôteliers ou restaurateurs. On comptait également 4 laitiers nourrisseurs, 4 crémiers, 2 rentiers, 2 ciseleurs, 2 négociants en métaux et un représentant de chacune des professions suivantes: frotteur, médecin, pharmacien, libraire, cordonnier, fabricant de couronnes, miroitier, coiffeur, banquier, ébéniste, marchand de parapluies, ingénieur, marchand de chiffons. Enfin, le 26 mai 1887, au cirque d'hiver, 5000 Auvergnats enthousiastes démontrèrent que désormais chez eux, l'union ferait la force. Parmi les principaux collaborateurs de Louis Bonnet à la création de la Ligue, nous retiendrons le nom de Louis Andrieux, de Marcenat, ancien préfet de police, ancien ambassadeur de France à Madrid, futur parlementaire des Basses-Alpes et, accessoirement, futur père naturel de Louis Aragon. Celui aussi d'Eugène Lintillac, d'Aurillac, professeur à la Sorbonne et Félibre, ami de Frédéric Mistral. Quelques années plus tard, apparut dans le mouvement auvergnat une forme d'organisation appelée au plus grand avenir, celle des amicales qui naquirent à peu près avec le XXe siècle. Il en est de 2 sortes. Celles qui groupent les compatriotes par canton, voire par commune d'origine, celles qui rassemblent dans une même commune de banlieue tous les originaires du Massif central, de sorte qu'un Auvergnat habitant la banlieue se doit de faire partie de 2 amicales, l'une verticale, l'autre horizontale. Les amicales organisent des banquets et d'autres réunions, pratiquent la solidarité et l'accueil des nouveaux arrivants, cultivent les traditions et l'amour du pays natal, parfois publient un bulletin. Toutes se font un devoir et un honneur d'aider les œuvres sociales
et la mise en valeur artistique et touristique de leur commune d'origine. Le développement des amicales rendit inutile l'organisation territoriale prévue par la Ligue auvergnate et entraîna, à la longue, sa transformation en une structure confédérale. Cette évolution fut lente, car la Ligue tint à garder son caractère d'association d'individus. Quand Louis Bonnet mourut en 1913, le mouvement auvergnat était fortement structuré et la colonie auvergnate avait conquis une place imposante dans la capitale. Le contact était étroitement maintenu avec le pays natal, vers lequel les trains Bonnet ramenaient chaque été des dizaines de milliers de compatriotes. Par-dessus tout, les Auvergnats avaient retrouvé la fierté de leurs origines et chassé définitivement leur complexe d'infériorité. Pour cela, Louis Bonnet avait pensé que le meilleur moyen était de leur en donner un de supériorité. Oui, répétaient sans cesse discours et articles de journaux, nous sommes les meilleurs Français. D'ailleurs, ne descendons-nous pas des Arvernes, les meilleurs de ces Gaulois si chers à la Troisième République? De Vercingétorix au docteur Roux, le récent vainqueur de la terrible diphtérie, les plus belles gloires nationales sont de chez nous. D'où la mobilisation de nos hommes politiques. Ils ont, si l'on peut dire, une double utilité. Matérielle d'abord, car ils peuvent nous appuyer, mais aussi mythique. Ils démontrent à tous que le plus humble des Auvergnats est de la race des chefs. Dans ce but, Louis Bonnet n'hésitait pas à étendre les limites de l'Auvergne. En ces temps où l'alliance russe était très populaire, il allait jusqu'à affirmer sérieusement que le tsar, lointain descendant des vicomtes de Milhaud, était donc un authentique Auvergnat.